Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais déjà à m'excuser parce que cette vidéo a une semaine de retard, mais j'ai lu le dernier tome en retard. Voilà, parce que je n'avais pas de librairie à côté de chez moi et donc je n'ai pas eu le temps dans mon emploi du temps de pouvoir lire avant de partir en salon à Provins la semaine dernière. Et donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Si vous avez envie de voyager dans le bayou avec moi, avec l'énorme série que vous avez vue partout sur les réseaux sociaux, sachez que voilà, vous allez encore avoir une couche de cette série. Je vais vous expliquer mon point de vue dessus. Je n'ai vu aucune chronique de cette série volontairement. C'est juste que Paper et Cornelius ont apprécié, mais j'ai pas regardé leur story ou tout ça qui en parlait. J'avais vraiment envie de me préserver pour le coup. Aujourd'hui, je vous parle de Blackwater de Michael McDowell et on va rentrer dans cette chronique familiale slash fantasy slash horreur slash historique, beaucoup trop de slash et on en parle tout de suite. Blackwater, pourquoi j'ai décidé de lire cette série? Alors ça a été bien avant la grande mouvance qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qui s'explique parce que les livres sont très très beaux visuellement parlant et qu'ils sont peu chers. Gros argument de vente. J'ai découvert ce livre avant sa sortie parce que j'ai lu un article, je crois, de l'actualité qui parlait du fait que c'est une série de livres qui est une des préférées de Stephen King et notamment j'avais été convaincue par le fait que la série était présentée comme un sous-genre de l'imaginaire, sorte de fantasy bayou. Voilà, fantasy qui se situe vraiment dans cette Amérique marécageuse. Il y avait le côté Stephen King, donc je me suis dit ça va être violent et horrifique. Alors déjà il faut revenir sur cette définition d'un récit qui est accessible à peu près à tout lecteur pour le coup. La violence n'est pas omniprésente. Mais je l'ai découvert ainsi et je me suis lancée donc dans l'achat d'un livre dès sa sortie tous les 15 jours. Alors oui, en effet Blackwater c'est 6 livres, donc La Crue, La Digue, La Maison, je crois qui est un de mes préférés pour le coup, j'ai été très satisfaite de La Maison. C'est Guerre après, je crois. La Guerre, ça fait beaucoup, 6. La Fortune, et enfin Pluie, dont la couverture, je dois le souligner parce que elle est très très belle et surtout c'est une reprise d'un tableau très célèbre qui est inspiré d'une pièce de Shakespeare, donc de Ophélie, et je crois que l'auteur du tableau ça doit être Millet, il me semble, mais ce tableau est super connu, je vous le mets là, mais voilà. Donc on est sur une série de 6 tomes dont le principe éditorial est assez intéressant, c'est-à-dire qu'une publication tous les 15 jours selon la volonté de l'auteur. Alors l'auteur n'est plus vivant, c'est une particularité éditoriale aussi parce que cette série est sortie il me semble en 1983 et elle sort en France actuellement que maintenant. Alors Toussaint Louverture fait à peu près ce genre de choses, c'est pas je crois la première fois qu'ils font des éditions un peu tardives de romans qui ont bien fonctionné à l'étranger. Je voulais simplement revenir ça avant de faire ma chronique sur le livre. J'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit ah mais c'est super original, waouh jamais fait et tout. Alors les gars, c'est pas du tout original comme procédé éditorial, je préfère vous le dire parce que il y a des gens qui ont un peu transmis cette idée qui est totalement fausse. Cette publication en fait c'est une volonté de l'auteur qui s'inscrit dans les anciennes publications qui étaient faites, on va dire, vers le 19e siècle. Le feuilleton, donc le feuilleton, c'est un principe assez simple au niveau de l'édition. Beaucoup de grands romans ont été publiés après la publication en feuilleton. Le feuilleton, en fait, le principe est simple. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, dans des journaux, même tous les jours, hein, ça pouvait varier en fonction, des auteurs écrivaient des morceaux d'histoire dans les journaux, donc à chaque fois t'achetais le journal pour avoir la suite. Voilà, un peu, c'est toujours le même genre de publication dans les shonen japonais, hein. Les mangas sont publiés comme ça au Japon, c'est pas du tout un principe éditorial révolutionnaire, c'est plutôt le repompage d'une façon de publier qui a été utilisé pendant très très longtemps. Souvent en plus, le roman feuilleton, c'était un condensé d'aventures, de fantastique, de policiers, et parfois ça pouvait même être des romans, on va dire romantiques ou un petit peu même olé en fonction des journaux. C'est un genre littéraire qui était assez mal vu à l'époque, hein, c'était un peu considéré comme un sous-genre. Alors je trouve que Blackwater s'inscrit bien un peu là-dedans parce que Blackwater va mettre en avant des... En fait c'est une sorte de compilé de plein de sous-genres de l'époque, hein, que ça soit le fantastique, l'horreur ou même le côté chronique familiale. Donc le feuilleton, c'est un genre qui n'est pas sous-estimé, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a eu des livres comme La Reine Margot, on a eu par exemple des auteurs comme Émile Zola qui étaient
été connus pour écrire des feuilletons. On a eu Dumas aussi, et c'était aussi la reprise d'un feuilleton à un autre de personnages. Par exemple, dans Les Trois Mousquetaires de Dumas, Dumas a repris des personnages des Trois Mousquetaires pour écrire d'autres feuilletons à côté. À l'époque, en fait, c'était un moyen pour les écrivains de gagner leur vie. Le sacre d'écrivain, certains droits d'auteur et tout ça, c'était déjà reconnu un petit peu à l'époque. Voilà, ils pouvaient vivre de leur plume, mais le roman feuilleton, c'était permettait de gagner de l'argent de façon un peu plus continue et voilà, d'entretenir, d'avoir aussi une popularité vis-à-vis du peuple. Rougon-Macquart de Zola, il y en a certains qui ont été publiés en feuilleton, il y a eu des romans de Maupassant, il y a énormément de grands auteurs français qui sont passés par le feuilleton avant d'être édités sous format livre avec les histoires complètes, comme des œuvres complètes. À l'époque, on aimait bien dire œuvres complètes, voilà, qui étaient réunies dans les livres. Donc c'est un genre littéraire qui est très important au 19e siècle, même si c'est considéré comme un sous-genre. C'est quelque chose qui a été fait pendant des années, et c'est un genre de publication qui est encore utilisé énormément de nos jours au 21e siècle. Comme je vous dis, le manga, le système manga japonais, publié comme ça. Il y a eu les fanzines par exemple aux États-Unis. Il y a eu aussi des feuilletons. Je veux dire, la fantasy a été énormément publiée comme ça aussi à l'époque avec des formats. Alors on avait la nouvelle, mais il y avait aussi des gens qui publiaient des journaux où ils achetaient des petites nouvelles où ils étaient publiés entièrement, où ils étaient achetés par partie de petites nouvelles et qu'on lisait d'un journal à un autre. Donc ce n'est pas du tout original comme publication. Je vous le dis parce que j'ai eu quand même au moins une quinzaine ou une vingtaine de messages qui me disaient waouh, c'est hyper original façon de publier. Non, c'était la volonté de l'auteur. Alors ça aussi, faut revenir aussi sur le principe que oui, l'éditeur a voulu respecter la volonté de l'auteur, c'est super chouette. Alors oui, il a voulu respecter la volonté de l'auteur, mais je crois qu'il faut aussi être clair avec les gens et ne pas leur mentir en disant que c'est pas qu'une volonté de l'auteur, c'est surtout une volonté pécuniaire. Entre vendre un livre à 22 €, on va dire s'il l'avait vendu en grand format 25, et vendre 6 livres à 8 €, on n'est pas sur le même impact, on va dire, financier. Notamment, là, on est sur des petits formats. Donc, c'est-à-dire que dès que vous passez par des petits formats, forcément, le prix d'impression est moins cher. Ça joue sur le côté financier. Il ne faut pas vous laisser abuser en croyant que c'est que pour respecter les droits de publication de l'auteur. Voilà. Non, il y a sûrement une volonté. C'est super chouette que ça soit comme ça, mais il y a surtout une volonté littéraire et qu'on sait que les feuilletons, le livre a été pensé par l'auteur comme ça et qu'il est pensé pour avoir ce côté addictif dont on reviendra après dessus. Mais voilà, il faut aussi remettre midi à sa porte. Et pareil, alors, je dois dire que le travail éditorial sur les couvertures est absolument magnifique. Ce sont des très très beaux objets pour le coup. Alors, il est mentionné à un prix tout à fait raisonnable de 8,40 €. Vraiment, la charte graphique est super bien pensée, le livre est très sympa pour le coup, mais il faut savoir que pour 8 €, vous lisez 250 pages écrites comme ça. Voilà, donc il faut se dire aussi que même si ça vous paraît pas cher sur le principe, on est quand même sur un prix à l'achat à la fin assez conséquent. Vous avez des beaux objets pour pas énormément de lecture. C'est pas un récit qui aurait été très très grand. Ce qui correspond aux 6 livres là, ça aurait rendu la taille d'un roman assez normal en taille de publication. A priori, ça a été imprimé en France, donc voilà, ça c'est un point positif. C'est marqué, alors c'est un petit peu, on s'est posé la question avec d'autres personnes, c'est marqué, il a été achevé d'imprimer à une date précise avec le numéro, ils mettent le papier, bref, il y a tout un travail éditorial qui est très sympa sur comment expliquer comment ils ont fait ça. Donc c'est un travail collectif, artisanal et un peu fantasmatique. Voilà, ils expliquent tout ça. Le problème du achevé d'imprimer, c'est que, par exemple, il peut y avoir qu'une partie qui est imprimée en France. A priori, tout a été en France de ce que je peux lire, mais ça peut être simplement, par exemple, la couverture, voilà. Normalement, les éditeurs, maintenant, ils mettent plutôt imprimé en France quand c'est totalement made in France, voilà, de A à Z. Là, on est sur quelque chose qui est peut-être été fait en morceaux, donc ça, c'est au niveau un petit peu éditorial. La police intérieure est très sympa, c'est un livre qui est très facile de lecture, qui est assez confortable par la taille du roman, qui est très esthétique, ça rentre très très bien dans une bibliothèque, il y a de la recherche iconographique, voilà, dans les détails et tout. Bref, des très très beaux objets livres. Un petit peu étalé, on va dire, sur la question un petit peu éditoriale parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus, pas mal de gens qui me disaient comment on peut avoir des prix aussi faibles avec une impression en partie en France et tout. Bon, il y a déjà le format, le papier intérieur, bon, il est quand même de bonne qualité, la couverture, donc il y a eu beaucoup de coûts, on va dire, sur la qualité. Il y a aussi savoir combien ils ont payé pour acheter les droits d'auteur, sachant que l'auteur est décédé, peut-être qu'ils les ont pas achetés aussi fort qu'on le pense. Peut-être que c'est un investissement aussi par la maison d'édition en se faisant
peu de marge dessus, mais en faisant connaître le nom de Toussaint Louverture un peu plus, même s'ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont déjà là sur le marché depuis longtemps. Et c'est aussi que en fait, il y a 8 livres, les gars. Les couvertures, bien qu'elles soient magnifiques, quand on a, par exemple, des commandes groupées comme ça vis-à-vis des illustrateurs, où on demande, voilà, 6 illustrations différentes, on peut avoir un prix dessus. Donc voilà, c'est quelque chose... Je sais même pas quels sont les illustrateurs. C'est Pedro... Oyarbide et Monsieur Toussaint Louverture. Alors je préférais le dire, alors déjà est-ce que c'est des illustrations qui ont de l'œuvre originale, je ne sais pas, mais le travail est vraiment très très beau pour le coup, et il y a pas mal d'acteurs du livre qui ont travaillé dessus, donc ça c'est vraiment chouette. Donc on va passer à l'intérieur. Alors je vais simplement prendre la crue pour le coup, parce que bon, c'est le début de l'histoire. Alors on est sur une histoire assez simple. On est dans une petite ville du sud de l'Alabama, Sweet Home, Alabama, région magnifiquement connue pour son ouverture d'esprit. Comment ne pas faire le lien en ce moment avec ce qui se passe? Mais voilà, c'est une région qui est donc particulière aux États-Unis, et notamment particulière par son paysage géographique. C'est des paysages qui sont assez marécageux, bayous et tout ça. Et on va suivre une histoire qui se passe à côté du fleuve Perdido, qui a une importance, c'est presque un personnage dans le livre. Au début de l'histoire, on suit un jeune homme qui est dans une barque avec son domestique. Alors on est sur un livre voilà, où il y a quand même un traitement des personnes noires un peu particulier, alors qui correspond à l'époque et aussi au lieu des États du Sud où on se trouve, mais ils sont tous les deux dans une barque parce qu'il y a eu une grande crue, il y a eu tout le village qui a été rasé voilà, à cause de ça, les magasins renversés, tout le monde perd tout. Ils sont allés chercher en fait voir s'il y avait des survivants et surtout s'ils pouvaient récupérer des affaires. Et en fait, en voguant, ils se voient une nana dans un hôtel sur un lit qui attend. Voilà, ça fait 3 jours qu'il y a la crue et ils se disent bah on va aller la sauver. Mais c'est quand même bizarre qu'une nana a réussi à survivre sans boire ni manger pendant autant de jours. Voilà, et ils vont la prendre sous leur aile, et notamment le personnage blanc de l'histoire va en tomber amoureux. Cette jeune femme s'appelle Elinor, c'est une jeune femme très séduisante et elle va être donc ramenée dans ce village et qui va un petit peu tout faire pour rentrer dans la famille Casquet, qui est une famille très importante de ce village. C'est la famille qui a, on va dire, la grande scierie du coin, qui a quand même assez les moyens, et c'est un gros clan qui est dirigé un peu par Mary Love, qui est la femme la plus âgée du clan, qui a un sacré caractère et qui voit pas très très bien du bon oeil l'arrivée de la Elinor dans l'histoire, parce qu'elle lui fait un petit peu concurrence. Un livre un petit peu inqualifiable. De quoi ça parle? C'est un peu compliqué parce qu'on va suivre cette histoire sur des générations et des générations de la famille Casquet, toujours dans cette petite ville. C'est vraiment pas une sorte de huis clos, mais on est toujours enfermé un peu à côté du Perdido. C'est un roman qui se situe entre la chronique familiale, le fantastique, l'horreur, l'historique. En fait, c'est un roman qui, et je dois le dire dès le début parce que c'est un peu la conclusion qu'on peut faire de ce roman, qui s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il a un succès ouf partout, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout type de lecteur et qui présente plein de genres sans les développer, ce qui en est aussi sa faiblesse. Ce qui fait que, bah voilà, il parle à tout le monde. C'est un livre qui tire autant sa force que sa faiblesse, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde, mais en fait il parle vraiment à personne d'une certaine manière. Pour tout vous dire, en tant qu'amateur de fantasy, et comme on l'avait présenté, je m'attendais à quelque chose d'horrifique et fantastique. Il y a plus de chroniques familiales et d'histoires, à mon sens, de côté fantastique. Et le côté fantastique est pas du tout assez travaillé à mon goût. On lance des choses, voilà, mais on développe peu. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui effleure toute la surface en fait d'une histoire. Commencer par les points positifs et on continuera avec les points négatifs. Blackwater, je pense que le premier point positif qui ressort de cette lecture, c'est que c'est un côté addictif, qui a été travaillé par l'auteur en amont, c'est-à-dire qu'il a coupé ses fins de livre pour te donner envie de lire la suite, mais surtout c'est un livre qui est un peu une histoire complète. Voilà, c'est un roman qu'on coupe en plusieurs... voilà, comme des chapitres qu'on lirait, et ce qui fait que tu as envie de lire la suite, parce que à chaque fois il y a des révélations, on a envie de savoir ce qui se passe, donc c'est hyper bien réussi sur la façon dont on s'attache à la famille, qu'on s'attache à cette histoire, qu'on a envie de savoir ce qui se cache derrière les mystères, parce qu'il y a énormément de mystères, il y a énormément de secrets, alors qui sont des mystères, parfois des mystères de boule de gomme, hein, parce que sincèrement parlant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être une flèche pour comprendre au bout de la 3e page de quelle créature fantastique on parle, même si c'est une réinterprétation d'un mythe, mais bon, quiconque aurait fait le lien entre créatures fantastiques et eau, voilà, c'est pas du tout compliqué à suivre, même si voilà, au moins le bénéfice du fantastique est travaillé dans vraiment, je trouve, pas du tout une figure Disney de cette figure-là. On est plus sur quelque chose qui est plus réaliste, plus, on va dire, horrifique dans ce qu'on a vraiment dans
dans ce qu'on a dans les anciens contes et tout ça. On va envie de suivre la famille Casquet parce qu'en fait, le deuxième point intéressant, c'est la palette de personnages qui sont présentés, parce que là, je vous parle d'Elinor et je vous ai parlé de Marie-Love. C'est une palette de personnages où, au bout d'un tome à l'autre, il y a des personnages qui sont fondamentalement présents depuis le début, importants, qui décèdent, voilà, la vie passe, il y a des choses qui se passent, il y a plein d'événements, il y a des meurtres, il y a des disparitions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bah tu crées de l'attachement parce que cette palette de personnages elle est bien travaillée et les personnages sont faits pour être attachants. Par exemple, il y a un personnage qui est la fille de James, je crois dans le texte, qui va aller faire sa vie, et notamment il y a toute une lecture un peu homosexuelle qui peut être faite du texte, voilà, elle est hyper attachante, mais on va avoir des personnages par exemple comme Marie-Love ou Sister qui sont pas forcément pour moi des personnages qui sont très attachants dans le texte, qui au fur et à mesure on va les nuancer, même si on va aussi avoir leur conflit avec Elinor ou tout ça, on va avoir des personnages où bah en fait t'es triste quand ils partent ou qu'ils partent pas, t'es triste de leur destin, t'es triste des choix, et les personnages tu prends forcément parti à des moments ou à d'autres, tu te dis est-ce que je préfère ce personnage là ou là, et c'est un roman qui est très bien fait là-dessus parce que jamais dans le roman moi je me suis dit j'ai envie que tel ou tel personnage s'en sorte par rapport à d'autres personnages. Le fait que Marie-Love et Elinor soient un peu opposés dans le roman, jamais je me suis dit Elinor doit gagner ou Marie-Love doit gagner. En fait, ils ont chacun leur point de vue sur la question et tous les personnages sont nuancés. Il n'y a pas un personnage qui est le bien. Il y a toujours un personnage qui fait des actions ou qui a un comportement qui est blâmable. Peut être du comportement, on va dire, violent, du meurtre, à des comportements qui sont pas forcément respectueux, par exemple envers sa femme, ou des détails qui font que le personnage n'est pas parfait, il est nuancé. Bon, c'est très compliqué de pas vous spoiler, mais il y a un personnage dans le texte, notamment dans les derniers tomes, qui va avoir le choix un petit peu entre deux sœurs, et il a un comportement parfois où on se demande, bon, voilà, il y a des personnages qui sont insupportables et pourtant on s'y attache. Toute une thématique de la répétition aussi, c'est un texte qui est assez travaillé sur, alors le style est très sympa, mais surtout sur ces thématiques, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui sont très très fortes, comme la maternité par exemple, et aussi la répétition, c'est-à-dire que par exemple, on apprend le passé d'Elinor, on apprend le côté, la question des sœurs qui sont très très mises en avant. Il y avait déjà ce choix qui était présenté, mais on a déjà ça aussi avec les enfants d'Elinor et ensuite avec les petits-enfants. Il y a un schéma qui se répète en fait dans le récit où il y a des thématiques où on voit des points communs entre les parentés, voilà. La question de la parenté est hyper intéressante dans le texte et hyper bien travaillée, ce qui fait que voilà, le texte, on voit que ça a été travaillé, qu'il y a des thématiques, on n'est pas forcément que sur un truc de détente, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des messages qui sont transposés. Surtout, c'est un texte qui est sorti en 83, qui parle donc d'une histoire qui se passe, je crois, au début en 1919, et qui est assez avancée sur certains thèmes, et d'autres qui ne l'est pas. Je vais vous mettre ce point, parce que c'est un peu un point négatif aussi pour moi, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va autant avoir des choses qui sont assez intéressantes, par exemple sur l'homosexualité sous-jacente de certains personnages, sur certaines thématiques des mères-enfants, des agressions faites aux femmes, bref, il y a pas mal de choses de dénonciation. On voit que dans le texte, l'auteur dénonce, et ça c'est plutôt cool, mais en même temps, alors moi c'est la question du racisme en fait, parce que dans les Casquets, en fait, ils ont des domestiques qui sont noirs, alors au début du texte, il y a la ségrégation, mais en fait, même après, on les désigne toujours par leur couleur de peau, déjà, on les considère à chaque fois c'est mis, et t'as l'impression qu'ils sont un petit peu moins considérés, ils sont rendus un peu bêta, tu vois, un peu bébête dans le texte, et ça j'ai pas trop apprécié. Il y a le côté aussi très lié au vaudou en fait, où vraiment il y a une sorte de deux magies qui sont opposées, et où elles sont pas forcément, notamment les femmes domestiques de cette histoire-là, sont pas forcément vues comme des personnages hyper positifs, elles sont pas décrites de façon positive, donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de l'avancée sur certaines choses, et d'autres non, c'est juste le petit point, ça m'a fait tilter plusieurs fois dans le roman pour le coup, et je me suis dit c'est dommage d'être aussi en avant sur d'autres choses et de pas forcément dénoncer la condition des personnes noires, notamment au début du XXe siècle. Outre le fait que voilà, on a vraiment des thématiques de la répétition, c'est comme c'est une chronique familiale, on voit le côté chronique et répétitif qui est assez inhérent au genre. On a ensuite le côté un peu horrifique, je préfère un peu les étudier dans ce sens-là.
L'horreur dans le texte, moi on me l'avait vendu comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes, et notamment il y en a une qui m'a pas mal marqué, il y en a deux qui m'ont pas mal marqué, donc notamment les scènes où il y a des corps qui sont traînés dans le perdido, voilà, donc ça c'est des scènes qui sont assez angoissantes, surtout que l'auteur ne va pas s'attaquer qu'à des adultes, voilà, il y a quand même beaucoup d'agressions sur des enfants et tout ça qui sont dans le texte, mais ce qui m'a marqué c'est peut-être parfois même plus les scènes qui sont pas forcément fantastique, parce que en soi les scènes fantastiques elles sont marquantes mais sans plus. Je suis en train de chercher le tome dont je vous parle et je ne le trouve plus, bah ça doit être celui-ci. C'est Dans la maison qui m'a particulièrement marqué. Alors ça se voit sur la couverture, il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis de la maison, et notamment il y a toute une scène d'attaque avec un fusil que j'ai trouvé assez angoissante sur cette question-là. Et en fait, l'angoisse et l'horreur, elle n'est pas que liée au fantastique. Elle n'est pas que dans le fait que les créatures qui sont décrites, c'est pas du tout le modèle de créature qu'on a grandi quand on a vu un Disney par exemple. On est plus sur des choses horrifiques, il y a des choses horribles, hein, quand il y a des massacres ou ce genre de choses, il y a des descriptions, il y a des morts qui sont quand même assez trash dedans. Là, ce qui m'a fait un peu plus peur, c'est plutôt le traitement psychologique de certains personnages. Il y a certains personnages qui sont foncièrement mauvais. Notamment, il y a un homme dans le récit qui essaye de tuer sa femme, en fait, à plusieurs reprises. Et ce qui fait que, voilà, ça, c'est un autre style d'horreur. Et c'est bien que l'auteur, en fait, ait mis plusieurs palettes d'horreur dans son texte. Mais j'ai trouvé ces scènes un peu plus percutantes. Moi, j'étais un petit peu déçue, sincèrement, parce que je m'attendais à pire. Même si il y a certaines scènes où t'es un petit peu mal à l'aise, et que en fait cette ambiance de bayou marécageuse d'eau sale avec ces créatures là qui bouffent des humains, t'es en mode ah d'accord, bon, tout se passe bien, il y a quand même de l'angoisse, mais c'est pas non plus un truc qui te fera faire des cauchemars. Ça c'est déjà dit. Donc l'horreur, elle est un peu à double tranchant. Finir par le fantastique, parce que voilà, c'est un peu ma pierre angulaire de la chaîne. Il y a le côté historique. Alors, c'est un livre qui est super intéressant aussi sur la manière d'aborder l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit, comme dans toute chronique familiale, souvent les chroniques familiales, au lieu de développer les relations entre les personnages, qui est vraiment un point fort du récit, parce qu'il y a un côté clan, c'est hyper hiérarchisé, voilà, il y a plein de personnages qui ont des relations différentes, bref, c'est très bien travaillé là-dessus. Là, il y a un côté, on développe l'histoire, on part du 1919 avec cette crue jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, donc on va traverser des guerres, on va avoir l'impact que ça a sur le village en fait à côté de Perdido, j'ai plus le nom du village, mais je crois que le village c'est peut-être Perdido, je ne sais plus. Bref, on va avoir l'impact que ça a sur nos personnages, mais aussi sur le village, on va traverser la Grande Dépression, on va avoir un personnage qui va partir faire la Seconde Guerre mondiale et qui va notamment avoir son point de vue par des lettres en Allemagne, on va avoir notamment le début de l'avènement du pétrole avec voilà les grandes firmes. Il y a aussi il y a une ville à côté qui s'appelle Mobile. On voit en fait toute l'évolution des villes, de comment elles se développent, et notamment via en fait les casquiers qui ont cette Syrie, de voir le développement de la Syrie, comment ils gèrent ça, comment les personnages gèrent ça. Voilà. En revenant là-dessus sur le fait que c'est bizarre qu'ils développent des thématiques plus que d'autres, il y a aussi des personnages qui sont des personnages féminins qui recherchent pas le mariage. Bon, parfois elles recherchent toujours la maternité un peu tardivement, mais surtout qui sont là, qui sont bien plus qualifiés que certains hommes dans des métiers, qui sont là pour faire des métiers manuels, bref, ils sont assez engagés dans le texte, mais on va traverser ces périodes d'histoire. Alors c'est hyper cool, moi en tant qu'appréciateur d'histoire, et n'ayant pas grandi aux États-Unis ou bénéficié du programme américain au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est toujours sympa de découvrir les États-Unis par ce biais-là. Voilà. Simplement, c'est anecdotique. C'est anecdotique parce qu'on va avoir des petites références, mais c'est pas forcément assez creusé à mon sens. Et de l'armée, par exemple, qui va arriver dans la famille des Casquets, on va avoir énormément de traversées un petit peu vraiment de tout ça. Et le fantastique va permettre un peu à la famille de Casquet de traverser tout ça un peu périlleusement. Et enfin, c'est le fantastique. Alors, le fantastique, c'était la première raison pour laquelle je voulais lire Blackwater, et j'ai trouvé ça sympa de l'avoir avec de la chronique familiale, parce que c'est typiquement le genre de texte qui vont permettre de faire découvrir l'imaginaire à des lecteurs qui ne sont pas forcément des lecteurs d'imaginaire. Il faut savoir que ce livre-là, moi, dans aucune librairie, je l'ai vu classé dans des rayons d'imaginaire. Par exemple, à l'Armitière à Rouen, qui est la plus grande librairie indépendante, qui a un rayon d'imaginaire risible, voilà, en termes de taille et en termes de choix, Blackwater, il y en avait partout. Alors que Blackwater, il y a quand même une grosse dimension fantastique dans le texte. Hein. C'est pas du spoil, hein, mais vous le savez dès la deuxième page du récit. Fantastique que j'ai beaucoup aimé de par le fait que c'est bien travaillé, ça revient aux sources, qu'il y a vraiment une angoisse, qu'on est vraiment sur de la créature fantastique comme j'aime, voilà, un petit peu horrifique et tout ça. Même si les scènes, il y en a une ou deux par récit, il y en avait pas assez selon mon goût, mais surtout, le fantastique, il fait partie du gros défaut selon moi de Blackwater, c'est
que c'est un récit qui ne développe rien. C'est un récit qui nous laisse en suspens. Alors on peut laisser en suspens les choses, mais il y a la moitié des questions du récit qui ne sont pas réglées. Déjà point de vue de l'imaginaire, on sait très peu de choses en fait sur les créatures qui sont décrites, sur leurs origines, voilà, on sait absolument peu de choses dessus. Et ce qui fait que, voilà, même si la fin est hyper belle de Blackwater, voilà, moi j'ai la toute fin, c'est vraiment très très beau. Bah moi la fin, le dernier tome, je l'ai pas tant apprécié que ça parce qu'en fait c'est que de la frustration littéraire. Il y a aucune réponse qui nous est donnée. Il y a quand même des scènes avec, pour ceux qui l'ont lu, mais vous vous en doutez bien, mais il y a des scènes avec des personnages qui reviennent. On n'a aucune explication concrète de ce qui s'est passé. Des liens avec les créatures, il n'y a rien qui est travaillé en termes de fantasy. Je veux dire, en tant qu'amateur de fantasy, on te drop des trucs, mais on n'explique rien. Donc en fait, ça ne tient presque pas debout. Et c'est ça qui est un petit peu dommage en fait dans le texte. C'est vraiment ce dernier tome pour moi a pas forcément été une lecture concluante. Voilà, pour le coup, je me suis dit bon, j'ai passé un super moment de lecture. Voilà, c'est une lecture qui m'aura marqué parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai aimé l'univers, la narration, la construction, tout ça. Mais l'univers et tout ce qui est lié au manque de réponse, c'est vraiment lié à l'imaginaire. Alors peut-être qu'il a voulu donner un côté fantastique, on sait pas les choses, mais il y a un pont entre on sait pas les choses et on n'explique rien. Voilà. Donc ce qui fait que voilà, c'est assez frustrant et c'est pour moi, je pense, le défaut de Blackwater. Le défaut, il n'en est pas responsable, c'est son succès. Alors je vous explique, c'est typiquement le genre de livre qui va subir un succès critique important, on le voit sur les réseaux sociaux. Le problème c'est que tout le monde en fait un pataquès en disant que c'est génial et tout ça, alors que objectivement parlant, c'est une très bonne lecture, c'est très bien écrit, c'est réfléchi, voilà, c'est sympathique, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre littéraire. Et ce qui fait que les gens vont se mettre des grandes attentes. Quand on va leur dire oui, c'est de la chronique familiale fantasy, par exemple s'ils sont amateurs de fantasy et qu'ils vont lire ce qu'ils vont lire, et je n'ai pas vu de critique, alors tout le coup je vais avoir vraiment un unpopular opinion dessus. Et ils vont se dire c'est pas assez creusé, on va pas me donner assez de choses. Donc voilà, c'est un roman qui est hyper frustrant sur ces questions-là, parce que les gens vont s'en faire un pataquès, alors que le livre en fait, il est sympa, il se lit bien, il est addictif pour l'été, c'est super bien parce que c'est pas prise de tête, ça se lit vite. Mais en soi, ne vous attendez pas forcément à avoir un coup de cœur ou à trouver un univers très complexe, très enrichi, d'avoir le livre de l'année en fait. Donc voilà, c'est le problème, c'est le succès des romans. Mais ça, c'est un problème qui est quand même assez important sur toutes les grosses sorties littéraires qui ont du succès. Le dernier point qui me vient à l'instant, parce que je n'ai pas encore travaillé la vidéo, je n'ai jamais le temps, c'est vraiment ce dernier tome qui ne répond à aucune question, qui en plus traîne un peu en longueur. Hein. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des moments ça traîne un petit peu, c'est un petit peu répétitif à certains endroits. Je me dis bon, c'est quand même court comme roman, donc on a envie qu'il y ait beaucoup de choses qui avancent. Et il y a des moments, voilà, on raconte la petite vie des casquets, c'est assez long, voilà. Même si le style en fait est assez intéressant parce qu'on s'est raconté un peu la famille Casquet, fait ça. On est sur un narrateur qui est omniscient en fait, n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà, c'est simplement une question de goût, une question de je m'attendais à un truc en apothéose, et en fait non, c'était pas une fin digne, je trouve, de certains moments très palpitants. Et il y a certains moments de la fin où il y a des choses qui se passent et on n'a pas du tout les réponses, mais sur des personnages qui sont essentiels, du moins des personnages qui sont hyper importants, et tu te dis, il y a ça qui se passe, et 2 pages, tu vois, c'est vraiment 3 lignes après, on n'en parle plus, point, à la ligne, ce personnage, on n'aura jamais de réponse dessus, t'es en mode... Ok, donc c'est vraiment, je trouve, un livre qui est hyper intéressant par son procédé de publication en feuilleton, ça c'est chouette, mais qui souffre en fait de ça, parce que des Dumas et tout, ils écrivaient en fait en beaucoup plus de tomes, voilà, et ce qui fait qu'ils arrivaient à développer des univers qui étaient riches. Là, on a un univers qui se précipite énormément en fait en soi. Malgré les longueurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en peu de pages, voilà, il y a beaucoup de relations entre les personnages, en fait il arrive à tasser plein de choses, et parfois on n'a pas les réponses. Et par exemple, si vous n'aimez pas les livres où il n'y a pas de réponses, qui ont des fins alors pas forcément ouvertes, mais où vous aurez pas toutes les réponses, je pense que c'est un livre qui peut être extrêmement frustrant, et selon moi Blackwater, frustrant est son premier point faible. Voilà, son premier point faible, et un des seuls, parce qu'en soi c'est une très très bonne lecture. Donc voilà, je vais en finir là-dessus. J'ai pas envie de vous faire une chronique littéraire sur vraiment tout le texte, alors qu'en fait le texte, je trouve que même il est super facile d'étude, je trouve, au niveau littéraire, parce que tout ce qui est répétition, les messages du texte sont très visibles, voilà, ils sont pas cousus dans des suggestions cachées entre les lignes, non, c'est des choses qui sont assez faciles à déceler, et ça c'est sympa pour le lectorat, voilà, de pouvoir un peu faire ses analyses à eux, à découvrir, voilà, c'est à découvrir, à vous faire votre propre idée dessus. Ne vous attendez pas à aimer, à avoir le coup de cœur que tout le monde a.
Voilà, il faut prendre un petit peu de recul. En fait, je vous dis ça parce que je suis tombée, je n'ai pas lu les chroniques, mais sur des stories où il y a des gens qui mettaient ah bah je suis un petit peu déçue de Blackwater. Donc voilà, c'était simplement pour vous prévenir. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, ce que vous en avez pensé. Si vous mettez des spoilers, n'hésitez pas à prévenir, voilà, dans les commentaires pour le coup. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça a été une super lecture que je vous ai un petit peu dissimulée comme ça, mais ça m'a fait plaisir de découvrir ce livre et ça a été une sacrée aventure.